Je m'appelle Hervé Pernaut. Avant mai 68, les années précédentes, j'étais lycéen au lycée Michelet. J'étais ulcéré par la politique des Américains au Vietnam. Je participais à toutes les manifestations contre le fascisme, et notamment le fascisme en Espagne, celui du gouvernement du général Franco. Et c'est pourquoi j'avais adhéré aux jeunesses communistes quand j'étais au lycée Michelet. Mais en mai 68, je n'étais plus au lycée Michelet, j'étais étudiant, j'étais dans une classe préparatoire, et là je ne faisais partie d'aucune organisation. En 1968, on était tous très mobilisés contre la guerre du Vietnam. Moi je sais que la première manifestation à laquelle j'ai participé, qui était interdite, c'était une manifestation contre la guerre du Vietnam. Il y avait sans arrêt des mouvements contre la guerre du Vietnam. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le mouvement du 22 mars à Nanterre, il s'est créé suite à des manifestations violentes qui avaient eu lieu contre la guerre du Vietnam. Donc on était extrêmement mobilisés contre la guerre du Vietnam, et on allait voir les films, ceux de Joris Stevens, on allait voir les documents aussi rapportés par Roger Pic. C'était une mobilisation qui était très profonde. Chris Marker et les autres cinéastes qui ensuite après allaient former le groupe Sloan et ensuite le groupe Iskra avaient fait un film qui s'appelait Loin du Vietnam. Donc on était vraiment très mobilisés contre la guerre du Vietnam. En plus, on voyait dans cette guerre du Vietnam l'expression de la révolte du tiers-monde. On était tous, en tout cas nous tous, les jeunes de l'époque, on était tous tiers-mondistes. C'est-à-dire qu'on pensait comme Sieyès au début de la Révolution française, qu'est-ce que le tiers-État? Rien, que sera-t-il tout? Eh bien, on l'appliquait au tiers-monde. On pensait que le tiers-monde, pour l'instant, n'avait pas le droit à la parole et qu'il serait tout. Donc, on était extrêmement mobilisés, et moi, je pensais que cette société, à l'époque, qu'on appelait cette société de consommation, eh bien, vivait ses derniers jours. Je pensais que ça ne pouvait pas tenir, une société qui était fondée, non pas sur la consommation, mais réellement sur la consommation des biens terrestres, devait ne pas subsister, puisqu'elle était faite uniquement pour le profit d'un tout petit nombre, et non pas pour le bien-être de chacun. Donc, effectivement, avant mai 68, j'étais tout à fait plongé dans un climat de révolution, et je pensais que quelque chose allait arriver. Ce quelque chose, je ne voyais pas vraiment comment il allait pouvoir s'élaborer. J'avais été aux jeunesses communistes, donc je pensais que peut-être le Parti communiste serait amené à changer, parce que déjà on avait en horreur le stalinisme, l'Union soviétique, pour nous c'était le contre-exemple. Donc moi j'imaginais en tout cas que peut-être le Parti communiste pourrait changer et devenir un vrai mouvement révolutionnaire qui permettrait de prendre le pouvoir. C'est pourquoi, le 1er mai 68, j'avais participé à la manifestation de la CGT, cette manifestation qui avait été de très grande ampleur, et peu après d'ailleurs, il y avait des étudiants qui avaient planté le drapeau du Viet Cong sur les monuments publics à Paris, et je voyais là l'amorce de quelque chose qui devait aboutir à un grand mouvement. D'autant plus qu'on était très mobilisés contre la politique du général de Gaulle, qui était un régime autocratique, entouré de scandales. On avait tous en mémoire l'affaire Bernd Barka, par exemple, et en plus c'était un régime qui maintenait en France une espèce d'ordre moral qui faisait qu'on avait l'impression d'étouffer dans cette société. Il y avait quand même une atmosphère d'ordre moral qui existait en France à cette époque-là, qui fait que petit à petit, on s'apercevait qu'on pouvait aller vers une libéralisation des mœurs, mais c'était très lent. La pilule avait été autorisée par la loi Neuwirth quelques mois avant mai 68, mais sa pratique n'était pas du tout généralisée. À l'époque, nous étions tout à fait mobilisés par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. Et effectivement, ce qui se passait aux États-Unis nous concernait. On avait vu par exemple le film de Chris Marker qui s'appelait la 6e phase du Pentagone, sur les manifestations contre la guerre du Vietnam. On était au courant bien sûr du mouvement hippie, on était au courant de tout ce renouveau de la société qui existait outre-Atlantique. On en voyait des effets en France. Mais moi personnellement, je n'étais pas particulièrement dans ce mouvement-là. Ma position était plus politique que sociétale.
Je pense que le mouvement de mai 68 commence dès le 1er mai, parce que dès le 1er mai, on s'aperçoit qu'il y a une forte mobilisation. La manifestation du 1er mai organisée par les syndicats est un grand succès. Le soir même, il y a des drapeaux Viet Cong qui ont été dressés sur les monuments de Paris par des étudiants. Et donc, quand le 3 mai, j'apprends qu'il y a des émeutes dans Paris, je ne suis pas tellement surpris. Ce 3 mai, c'est le déclenchement de ces émeutes, c'est un meeting qui se tient à l'intérieur de la Sorbonne, un meeting où les manifestants viennent avec ce qui est tout à fait nécessaire pour pouvoir se défendre, car on sait qu'il y a un rassemblement de l'extrême droite qui doit se faire contre l'extrême gauche. Et à ce moment-là, le recteur de l'Académie de Paris prend prétexte de tous ces événements pour fermer la Sorbonne. Et donc c'est le moment où il y a les premiers affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Ces affrontements qui vont devenir extrêmement violents, et les images nous sont projetées par la télévision, et on voit ces images dès le 3 mai au soir, ou le 4 mai. Donc on est très mobilisés. Moi-même, je vais commencer à participer aux différentes manifestations de mai 68 à partir du 7 mai, parce que c'est une manifestation d'ailleurs qui est assez étrange. C'est une manifestation qui ne se termine pas dans la violence. Elle commence à Denfert-Rochereau et va se terminer à l'Étoile. Et c'est une manifestation très compacte, très militante. C'est pas du tout comme les cortèges syndicaux que l'on voyait auparavant. Et à l'époque, je me souviens, quand il y a besoin d'avoir une grande mobilité, tout le monde criait « Oh, oh, oh !» Chimine. Et à ce moment-là, tout le monde courait en scandant ses slogans et en parcourant les rues. Et alors, je me souviens que la manifestation voulait passer du côté de la rive droite, traverser la Seine, et que le pont, je pense que c'était le pont de l'Alma, était fermé. Et la manifestation, au cri de « Ho, 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 Chimine !» s'est mise à courir et à prendre les forces de l'ordre de vitesse et à passer par le pont des Invalides pour rejoindre le rond-point des Champs-Élysées et arriver sur les Champs-Élysées où il y avait plein de gens qui étaient attablés aux terrasses et qui ne se doutaient pas du tout qu'une manifestation allait arriver à ce moment-là. La manifestation s'est engouffrée sur les Champs-Élysées, est arrivée à l'Arc de Triomphe, et à ce moment-là, tout le monde s'est mis à chanter l'Internationale sous l'Arc de Triomphe devant la flamme du soldat inconnu. Ce goût de filmer, certainement, m'est venu de mon père, qui était un cinéaste amateur. Et donc, il faisait des films en 9 mm 5, et enfant, je participais avec lui au montage, et je trouvais ça formidable. Et en 1965, mon père m'a passé sa petite caméra, et j'ai commencé à filmer en Espagne. Et je me suis fait voler cette caméra 9 mm 5, et par chance, je me la suis fait voler, puisque j'ai acheté une caméra d'occasion 16 mm, et c'est à partir du moment où j'ai eu cette caméra 16 mm que j'ai commencé à filmer le monde qui m'entourait. Je dis le monde qui m'entourait parce que j'avais la volonté, je croyais en tout cas, que en filmant, je pourrais peut-être agir un peu sur le monde et que la caméra pouvait être une arme pour essayer de changer le monde. Et le premier film, en tout cas l'un des premiers films que j'ai fait, se nommait Espagne a puta. C'était contre le régime du général Franco en Espagne. C'était pour dénoncer l'Espagne vendue comme bien de consommation à la bourgeoisie internationale par l'oligarchie fasciste. Le 7 mai, donc, je participe à cette manifestation qui va de Denfert-Rochereau à l'Étoile. Le 8 mai, je me souviens il me semble qu'il n'y a pas eu de manifestation. J'ai été à un meeting qui avait lieu à la Louvain, c'est l'ancêtre de Jussieu, de l'université de Jussieu. Et puis, surtout, alors je me souviens très bien de la manifestation qui commence le 10 et qui se termine le 11. Alors le 10, c'est un vendredi. Et la manifestation commence par un rassemblement lycéen à Denfert-Rochereau. Là, c'était très bon enfant. Il y avait tous les lycéens qui étaient assis tout autour du Lion de Belfort. Et puis ensuite, la manifestation s'est dirigée vers la prison de la Santé, au cri de « Libérer nos camarades ». Et puis ensuite, je me souviens encore c'est là d'ailleurs que j'ai filmé Cohn-Bendit. J'ai filmé Cohn-Bendit avec un interlocuteur en premier plan. Et ensuite, la manifestation
se dirige vers la rue Monge. Et je filmais et en même temps j'avais un magnétophone à l'épaule et on entend encore quand on écoute la bande « Camarades, nous allons prendre la rue Monge ». Et donc on prenait la rue Monge, ensuite la rue des Écoles et je me souviens très bien que les gens qui étaient aux fenêtres applaudissaient et ils étaient tout à fait solidaires des manifestants. Ensuite la manifestation est remontée par le boulevard Saint-Michel et là c'est stabilisé face aux forces de l'ordre qui étaient tout autour de la Sorbonne pour empêcher les étudiants de rentrer dans la Sorbonne. Et à ce moment-là, eh bien, ça a été le face-à-face qui a abouti à la nuit des barricades. Et moi, j'ai quitté le quartier latin vers 2 h du matin, au plus fort des bagarres, et j'ai pu partir et rejoindre à pied le lieu où j'habitais, à Malakoff, dans la banlieue parisienne. Au cours de la nuit du 10 au 11 mai, effectivement, la radio était très importante. Énormément de manifestants avaient des transistors et on écoutait la radio. Et la radio était un relais, effectivement. Les journalistes étaient un relais entre les manifestants, les dirigeants de la manifestation et aussi les responsables politiques ou les responsables policiers. Et donc, effectivement, la radio jouait un rôle important. Et moi qui filmais, j'essayais d'être le plus près possible et des manifestants qui agissaient et des dirigeants manifestants. Et je me souviens très très bien que Cohn-Bendit, à l'époque, avait un rôle très modérateur. Très modérateur. C'est l'impression qu'il m'avait donné cette nuit-là. Pendant les événements de mai 68, je n'étais plus lycéen, j'étais étudiant en classe préparatoire à Versailles, dans un lycée à Versailles, où je préparais le concours à Normal Sup. Et on devait avoir des cours le samedi 11 mai au matin, et nous avons occupé le lycée, on a interrompu les cours pour dire qu'il s'était passé des choses épouvantables dans Paris, que la police, sur les ordres du pouvoir gaulliste, avait agi de façon extrêmement brutale, violente, et donc on a tenu un meeting dans le lycée où j'étudiais. Et ensuite, une manifestation a été organisée à travers les rues de Versailles, et j'étais très content parce que je me disais, tous ces jeunes qui maintenant sont mobilisés, bientôt ça deviendra des militants et ça va préparer des lendemains qui chantent. Au lendemain du 10 mai, il y a le 11 mai et une mobilisation qui se fait un peu partout, notamment dans les établissements scolaires, et j'en ai été témoin puisque à Versailles, je me suis rendu compte que tous les jeunes étaient mobilisés contre la répression policière. Chez moi, ma mère, elle, était une employée de la Poste et elle était au courant de ce qui se passait dans le milieu des travailleurs. Et donc, elle savait qu'il allait se passer des choses importantes parce qu'elle m'a dit « Je vais rechercher de l'argent que j'ai sur mon compte chèque postal parce que tout va être bloqué ». Donc, je me souviens très bien qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, le 13 mai, qui est un lundi, il y a eu cette manifestation à laquelle tout le monde a participé, en tout cas tous les gens qui m'entouraient ont participé, et j'ai voulu moi filmer la manifestation depuis son origine jusqu'à son arrivée. C'est-à-dire que la manifestation a été constituée par 2 manifestations qui se sont retrouvées. D'un côté, il y avait la manifestation ouvrière et de l'autre côté, la manifestation étudiante. Ils se sont retrouvés. Il y en avait une, je crois, qui partait d'une gare, la gare de l'Est, et une autre. En tout cas, il y a eu un point de convergence. Et ensuite, cette manifestation a traversé tout Paris pour aller jusqu'à Denfert-Rochefort. Et je me souviens qu'à un moment donné, la manifestation est passée devant la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Et là, je me souviens d'avoir filmé quelques plans où on voit les poings levés avec derrière la FGDS. Et puis ensuite, quand on a traversé la Seine, au quartier latin, j'ai rencontré Jean-Luc Godard, qui était avec une caméra un peu identique à la mienne, mais celle-là, la sienne était électrique, la mienne était à manivelle, et je l'ai filmé, lui qui était en train de filmer, donc c'était amusant que je le filme. Surtout que, bien sûr, je connaissais les films de Jean-Luc Godard, j'aimais pas Jean-Luc Godard, mais j'avais beaucoup aimé La Chinoise et Week-end, parce que justement là, je sentais l'air du temps, celui de mai 68. Cette manifestation du 13 mai avait à peu près l'aspect des manifestations que j'avais filmées auparavant, c'est-à-dire celle du 7 mai. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression d'une marée humaine. On avait l'impression d'une foule absolument compacte qui déferlait sur Paris, car contrairement aux manifestations syndicales, il n'y avait pas de banderoles,
et puis il n'y avait pas des groupes séparés par pas mal d'espace. Tout était compact, comme s'il s'agissait de véritables escadrons prêts à combattre. À combattre, c'est imagé, parce qu'il n'y a pas eu de combat, mais c'était comme si c'était vraiment des vagues d'assaut qui partaient à l'assaut du pouvoir. Et alors, la manifestation arrive à Denfert-Rochefort, et certains pouvaient penser, ah ben voilà, c'était le baroud d'honneur, ça se termine comme ça, mais pas du tout, car à Denfert-Rochefort, eh bien, les étudiants révolutionnaires ont dit « on continue ». Et à ce moment-là, il y a eu un groupe qui est parti en direction des Invalides et de la Concorde. Et là, bien sûr, les forces de police étaient là, mais il y a eu quelques affrontements le soir du 13 mai, parce que c'était pour dire que le 13 mai n'était pas une fin, mais c'était le début de quelque chose. Et effectivement, c'était le début de quelque chose, parce que dès le lendemain, on a commencé à apprendre que les ouvriers, petit à petit, se mettaient en grève avec occupation des usines et des entreprises. Et ma mère, qui avait retiré son argent de son compte chèque postal pour pouvoir vivre au jour le jour, pour pouvoir acheter du pain, de la viande, ben elle avait eu raison, parce que tout s'est mis en grève, y compris les chèques postaux. Après le 13 mai, j'ai continué à filmer, et alors comme les entreprises se mettaient en grève, eh bien je suis allé filmer les ouvriers de Citroën, les ouvriers de Boulogne-Billancourt, de Renault, mais bien sûr, je ne pouvais pas rentrer dans les entreprises. Je les ai filmés de l'extérieur, j'ai filmé les piquets de grève, la façon dont ils étaient ravitaillés. Alors il y avait un endroit qui était très drôle, c'est que dans le 15e, c'était un quartier qui était réservé aux usines Citroën. Et là, il y avait une rue, et dans cette rue, eh bien, les ouvriers avaient pendu un mannequin de papier qui représentait le capitalisme. Il était pendu à la lanterne et il y avait marqué, je pense, « À mort le capitalisme ». Le 13 mai au soir, effectivement, Pompidou, le Premier ministre, qui était en voyage officiel à l'étranger, revient. Et contrairement au général de Gaulle, il pense qu'il faut arriver à un compromis avec les manifestants. Le général de Gaulle, lui, il voulait la manière forte. Il dit, s'il y a des troublions qui sont dans la rue et qui nous provoquent, eh bien, on répond aussi fort, sinon plus. Et heureusement que la position de Gaulle, position de Gaulle qui fait qu'à partir de ce moment-là, les manifestants criaient De Gaulle assassin, d'ailleurs. On l'oublie maintenant. Mais Pompidou, lui, pense qu'il faut arriver à un compromis. Heureusement pour les gaullistes, d'ailleurs, qu'on n'en est pas arrivé à la manière forte, parce que ça aurait été sanglant et ça aurait été terrible. Heureusement qu'il y avait Pompidou et puis à côté, le préfet Grimaud, qui ont réussi à tempérer les choses. Mais quand Pompidou revient le 13 mai au soir et qu'il permet la réouverture des universités, il pense que ça va mettre fin au mouvement. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce mouvement n'était pas simplement un mouvement de contestation, c'était un mouvement profond, qui était un mouvement qui se fondait sur une véritable remise en question du système dans lequel nous vivions. On était contre la guerre du Vietnam, mais on était aussi contre toutes les injustices qui traversaient la société. Chris Marker avait fait un film un an avant qui s'appelait « À bientôt j'espère » sur l'occupation de l'usine Rodiaceta. Il faut savoir qu'il y avait un tel mécontentement parmi les gens qui travaillaient, quand ils voyaient qu'il y avait une très grande accumulation des richesses pendant les 30 Glorieuses et qu'eux n'en profitaient pas, qu'ils ont pensé que c'était le moment d'agir pour pouvoir débloquer sur le plan social la situation. Donc moi qui avais été politisé auparavant, je me rendais compte que la fin du mouvement étudiant ne pouvait pas correspondre à la fin du mouvement général de mai 68. Et d'ailleurs, c'était pas non plus la fin du mouvement étudiant. L'arrivée des ouvriers sur la scène de l'insurrection ne m'a pas surpris, parce que, en plus, moi j'avais une mère qui travaillait à la Poste, et je me rendais compte que le relais était pris depuis longtemps par les gens qui travaillaient. On a pu dire que mai 68 était une révolte générationnelle. Je ne le pense pas. Je pense que mai 68 a été un grand mouvement de la société, un grand mouvement social, un mouvement politique aussi, contre les choses établies, mais je ne pense pas que la différence, en tout cas je pense qu'elle était vraiment moindre entre les générations. Je ne pense pas que c'était les jeunes contre les vieux. Je pense qu'il y avait des vieux syndicalistes qui se souvenaient de 1936, de l'occupation des usines, et qui étaient très heureux de pouvoir
continuer la lutte qui avait été entamée depuis longtemps et dont les jalons étaient 36, 45, et puis même les nombreuses grèves qui avaient eu lieu. Par exemple, la grève des mineurs en 1963, je m'en souviens très bien. Tout cela, c'était des mouvements qui n'avaient pas abouti, qui avaient laissé beaucoup d'amertume, et c'était la revanche de ces gens qui avaient été trop longtemps méprisés qui arrivait. Après le 13 mai, j'ai continué à filmer. J'ai filmé les usines occupées, mais je suis allé aussi à la Sorbonne, je suis allé à la Louvain filmer. Je ne suis pas allé à l'Odéon, donc je n'ai pas d'image de l'Odéon. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça parlait énormément, ça causait. Et alors, moi j'étais en classe prépa, donc il y avait des commissions pour pouvoir savoir si on allait s'aborder, parce qu'on se considérait comme une élite et qu'il fallait qu'il y ait un enseignement beaucoup plus démocratique. Certains remettaient en cause les concours, donc ça c'était sur le plan universitaire. Puis il y avait des discussions où les habitants du quartier, des gens venant de la banlieue, venaient à la Sorbonne pour discuter avec les étudiants. Beaucoup d'ailleurs se posaient la question, disaient mais pourquoi cette violence? Pourquoi vous avez brûlé des voitures? Parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient choqués par ce qu'ils avaient vu à la télévision. Ils ne pouvaient plus le voir à la télévision, puisque la télévision était aussi en grève, mais au début ils l'avaient vu. Et donc il y avait énormément de discussions, et ça, moi ça me plaisait beaucoup de voir tous ces échanges. C'était vraiment la parole libérée. Et puis le soir, c'était assez extraordinaire parce qu'on mangeait des brochettes dans la cour de la Sorbonne, il y avait une très bonne ambiance. À l'époque, moi je n'étais pas cinéaste, j'étais étudiant, je tournais mes films dans mon coin, j'avais l'ambition de faire des films qui pourraient avoir un impact, mais je ne connaissais aucun cinéaste. C'est après mai 68 que j'ai montré mes films à un groupe de cinéastes issus des États généraux du cinéma, mais à l'époque, je n'avais aucune relation avec les États généraux du cinéma. Je me souviens de la manifestation du 24 mai 1968, et là, j'avais vu des représentants des États généraux du cinéma. Je me souviens d'avoir vu Alain Resnais, qui était grand, il dominait par sa haute stature, mais c'est la seule relation que j'ai eue avec des cinéastes des États généraux du cinéma. C'est bien après mai 68 que j'ai pu prendre contact avec des cinéastes professionnels. La manifestation du 24 mai, c'est une manifestation qui est quand même assez importante, parce que ce jour-là, De Gaulle devait essayer de mettre fin à cette situation insurrectionnelle. Et il proposait un référendum. Or, c'était un plof complet. Personne n'a pris au sérieux sa proposition. Et tout le monde s'est dit que le vieux, il pouvait toujours parler, mais que l'histoire se faisait dans la rue. Et l'histoire s'est faite dans la rue de façon assez chaotique, car la manifestation a débuté à la gare de Lyon. Et à ce moment-là, des barricades se sont formées, des arbres ont été abattus, les CRS ont chargé, et la manifestation a explosé en plein de petits groupes qui se sont éparpillés dans Paris. Et moi, j'en ai suivi un qui est allé jusqu'à la Bourse. Et là, de façon symbolique, le feu a été mis. La Bourse n'a pas brûlé, c'était pas la Commune de Paris en 1871. Il y a eu quelques petits feux qui ont été allumés. Et puis, il paraît que on a proposé à certains manifestants de tenir une commune insurrectionnelle dans l'hôtel de ville, ce qu'ils ont refusé parce que à ce moment-là, eh bien, c'était un embryon de guerre civile. Je pense que chaque fois qu'il y a une manifestation, que ce soit en mai 68, que ça soit en 2016, que ça soit en 2017 ou en 2018, il y a toujours des provocateurs. La police, c'est normal, elle fait son boulot, elle va essayer d'utiliser les foules à ses fins propres. Charléty, la manifestation de Charléty a lieu le jour où l'on apprend que le protocole de Grenelle a été présenté aux ouvriers de chez Renault. Nous sommes le 27 mai 1968. Et il y a eu cette réunion de Grenelle pour que le gouvernement essaie de mettre fin au mouvement de grève. Ce protocole de Grenelle va donner lieu à une avancée considérable sur le plan social. Je crois que c'est une augmentation de 35% du SMIC, c'est le retour progressif à la semaine de 40 heures, ce sont des droits nouveaux des syndicats dans les entreprises, c'est véritablement des réformes extraordinaires par rapport à ce que actuellement, nous, en 2018, nous vivons.
C'est-à-dire, actuellement, nous sommes dans une période de très grande régression sociale qu'on appelle des réformes. À l'époque, c'était vraiment des réformes. Mais cela a semblé insuffisant aux ouvriers de chez Renault quand le secrétaire général de la CGT, Georges Segui, accompagné de Krasuki, ont présenté cette plateforme de Grenelle. Cette plateforme de Grenelle a été refusée par les ouvriers. Et c'est à ce moment-là qu'a fusé un slogan nouveau à l'époque qui était « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Et à ce moment-là a lieu la réunion de Charléty. Pourquoi à Charléty? Parce que les syndicats étudiants qui convoquaient à la manifestation ne voulaient pas que de nouveau il y ait de la violence. Et donc ils ont préféré que cette manifestation se tienne dans un lieu fermé pour qu'il n'y ait pas de provocation policière. Donc la manifestation est partie des Gobelins, est arrivée à Charléty, et la manifestation, la réunion a eu lieu dans l'enceinte du stade. Y participaient Mendès France, que j'ai filmé, et puis de nombreux autres représentants des syndicats, et Bargenet, qui était de la CGT, et tous ont dénoncé la direction de la CGT en considérant que ces gens-là n'avaient pas compris que la situation était révolutionnaire et qu'il ne fallait pas du tout se satisfaire des accords du protocole de Grenelle. Donc tous les discours à ce moment-là, à Charléty, étaient en vue d'aller beaucoup plus loin que ce protocole de Grenelle et surtout de remettre en cause le pouvoir politique gaulliste. Alors quel était le programme à l'époque ? Je ne sais pas quel était le programme de tous ces gens qui étaient à la tribune de Charléty. Leur programme constructif, je sais ce qu'ils dénonçaient, mais leur programme constructif, je ne sais pas ce qu'il c'était. Moi, je sais que mon programme, à moi, c'était la collectivisation des moyens de production et d'échange, les principaux, les plus grands. Quand je dis collectivisation, je ne veux pas dire étatisation, mais c'était collectivisation. Je pense que ça devait être partagé par un grand nombre d'entre nous. Mais les dirigeants eux-mêmes, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je sais que l'un des dirigeants, Gesmar, avait des sympathies pour le maoïsme. Mais Sauvageau, je sais qu'il venait du PSU, mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait. Et ça fait partie des écueils de mai 68. Car au niveau du programme politique, il y avait une division considérable. Beaucoup imaginaient qu'on pouvait se référer au Parti communiste, mais à un Parti communiste qui aurait été rénové, pas celui où Georges Marchais pointait le bout de sa tête. Le mouvement de mai 68 dépassait le cadre politique traditionnel, mais il était tellement divisé, il y avait tellement de tendances que c'était une proie facile pour ceux qui voulaient récupérer le mouvement de mai 68. Que Mendès France se retrouve à Charléty, ça a pu apparaître comme une volonté de récupération. Quelque temps après, Mitterrand s'est présenté comme un relais aussi au pouvoir gaulliste. Et puis 2 jours après, il y a eu une manifestation du Parti communiste qui réclamait un gouvernement populaire. Donc il y avait plein de tendances et d'hommes aussi, d'égaux, qui surgissaient pour pouvoir récupérer le mouvement de mai 68. Et le mouvement de mai 68, c'était fait de gens comme moi, comme tous les anonymes, qui espéraient en un avenir meilleur, mais qui n'avaient pas véritablement des dirigeants politiques, un programme pour pouvoir assumer par eux-mêmes l'avenir du mouvement. En mai 1968, le mouvement étudiant ouvrier qui émergeait était profondément divisé. Mais en même temps, le relais par rapport aux hommes politiques anciens ne pouvait pas se faire. Parce qu'effectivement, il y avait une grande méfiance par rapport à ces hommes politiques de la 4e ou de la 5e République. Par exemple, Mendès France est à Charléty, mais il ne prend pas la parole parce qu'il a peur de se faire conspuer. Mitterrand va se proposer comme un relais au pouvoir gaulliste, mais ça va être un plof, un floc. Personne ne va embrayer sur cette proposition. Le Parti communiste,
il est discrédité parce qu'il représente ce qu'on appelait à l'époque le stalinisme. Donc effectivement, il y a une grande méfiance par rapport à l'appareil politique traditionnel, mais c'est une méfiance qu'on retrouve régulièrement. Parce que si on doit revenir aux sources, les hommes politiques ne doivent pas faire carrière. Les hommes politiques, en démocratie, ils doivent simplement être des relais. Il y a un grand révolutionnaire français qui disait, en parlant, en 1789, en parlant de certains politiques, ils ont embrassé la révolution comme une carrière et la République comme une proie. Eh bien, c'est souvent le cas des hommes politiques. Celui qui a tenu ces propos, c'est Robespierre. Après Charletti, je participe à la manifestation du Parti communiste du 29 mai, qui se fait au nom du gouvernement populaire. C'est une manifestation qui regroupe énormément de monde, mais alors selon la discipline communiste et CGT, c'est-à-dire qu'on retrouve les cortèges bien organisés avec les banderoles, mais il y a beaucoup plus de monde que de simples communistes et de simples CGTistes, puisque dans cette manifestation, non seulement j'y filme Aragon, mais j'y filme aussi Jean-Luc Godard, qui participe à la manifestation. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, le Parti communiste attire autour de lui énormément de sympathisants, mais pas simplement des sympathisants, mais des gens qui pensent que, à la faveur de mai 68, eh bien, il peut y avoir une révolution dans la révolution, que le Parti communiste, en tout cas ses dirigeants, peuvent être dépassés. Ça, c'est dans l'esprit de beaucoup. Et puis le 29 au soir, eh bien, on apprend que De Gaulle est parti à on ne sait où, mystère. Et puis ensuite, on apprend qu'il est parti voir le commandement des forces militaires françaises en Allemagne, Massu. Et dès son retour, on sait que la situation va se durcir et que le pouvoir n'est pas prêt à lâcher la bride et qu'il va y avoir un coup de force venant du pouvoir gaulliste. Au lendemain de la grande manifestation du Parti communiste et de la CGT, le 29 mai 1968, on apprend que De Gaulle est parti rejoindre le commandement des forces militaires françaises en Allemagne, le général Massu, et il y a un bruit de sabre dans le couloir. On se dit qu'il se prépare un coup de force. Et effectivement, la rumeur nous dit que les chars entourent Paris. Et je connaissais des gens en Seine-et-Marne qui, paraît-il, ont vu les chars passer sur la Nationale 19. À partir du moment où le pouvoir gaulliste montre son vrai visage, c'est-à-dire que le pouvoir gaulliste, le général de Gaulle, dès le début des événements de 68, voulait la manière forte pour mater les manifestants. À partir du moment où il reprend la main, par rapport à Pompidou, qui avait été plutôt pour un compromis, eh bien, moi, je crains la guerre civile. J'ai très peur de la guerre civile. C'est pourquoi, quand les gaullistes appellent à une manifestation aux Champs-Élysées le 30 mai, j'y vais pour les filmer. Et là, je suis complètement effaré par ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois les anciens vichysois. Je vois les anciens OAS, habillés en tenue paramilitaire, plastronnants, pleins de hargne, qui sont là et qui défilent et qui sont prêts à en découdre. Et qu'est-ce que je vois? Une grande marée bleu-blanc-rouge, certes, mais cette grande marée bleu-blanc-rouge, contrairement à la marée rouge des manifestations de mai 68, c'est une marée bleu-blanc-rouge qui aborde les couleurs non seulement du drapeau tricolore, mais de l'Union Jack et des États-Unis. Donc je revois un retour en force d'une plateforme atlantique, OTAN, qui est prête à montrer ses dents pour éviter que la France tombe du côté des forces révolutionnaires. Au cours de cette manifestation, il est évident que les anciens OAS et les anciens vichysois rejoignent les rangs des gaullistes, puisque à la même époque, le général de Gaulle, par une loi d'amnistie, permet à tous ceux qui avaient voulu attenter à sa vie pendant la guerre d'Algérie au nom de l'Algérie française, sont graciés. Après la grande manifestation gaulliste du 30 mai 1968, le mouvement ne s'arrête pas. Le mouvement ne s'arrête pas. Moi, je sais que je continue à aller à la Sorbonne, je continue à filmer les réunions dans Paris et à filmer les usines qui restent occupées. Et on apprend que la situation se durcit effectivement à Sochaux,
où une grenade va sectionner la jambe d'un ouvrier, et puis à Flins, où un jeune militant va mourir noyé. Mais pendant le mois de juin, moi je crois encore que la situation peut déboucher sur un changement de régime. C'est utopique, je me trompais, mais je ne vois pas la fin de mai 68, le 30 mai. Je continue pendant le mois de juin à espérer que la France est dans une situation révolutionnaire. Mais l'avenir va me donner tort, puisqu'il va y avoir les élections de fin juin, et que c'est une majorité gaulliste de droite très réactionnaire qui va l'emporter, car là, le pouvoir a misé sur la peur et sur tous les gens qui préfèrent leur petit confort à l'aventure révolutionnaire. Le mouvement de mai 68, qui a duré pour moi à peu près 2 mois, c'est-à-dire mai et juin, non, n'a pas du tout changé ma vision du monde, parce que ma vision du monde, je l'avais avant mai 68, je l'ai eu après. La seule chose que ça a pu changer, c'est que j'ai pu faire un film que j'avais appelé Sortir, qui s'est terminé par ces scènes de révolution que je voulais mettre en scène et que j'avais dans la rue, que ce film, je l'ai montré ensuite à des gens qui venaient des états généraux du cinéma, qui m'ont permis de faire d'autres films, d'utiliser des moyens professionnels, et ça m'a permis de continuer à faire des films. Et mais voilà en quoi ça a pu changer ma vie, mais au niveau idéologique, philosophique, moral, le mouvement de mai 68 n'a pas changé. Le mouvement de mai 68 était dans une continuité, et les idées que j'avais avant, en 1967, bon, elles se sont développées en mai 68, mais elles ont continué à se développer après, et on a assisté à un changement de la société, mais ce n'est pas mai 68 particulièrement qui aurait pu changer les choses. Moi, je faisais des études d'histoire, donc j'avais bien étudié les mouvements révolutionnaires, et je pensais que pour prendre le pouvoir, il fallait un parti révolutionnaire très organisé, avec une assise dans la classe ouvrière. Et donc, je ne voyais pas cela dans les groupes d'extrême gauche qui étaient autour de moi. C'est pourquoi, plus tard, j'ai rejoint le Parti communiste français, en pensant encore une fois qu'on pourrait le changer de l'intérieur, et qu'à la faveur de l'union de la gauche, eh bien, il pourrait se passer quelque chose qui serait une révolution dans la révolution. Mais là, j'ai encore eu tort. Après 1968, et grâce au film que j'avais fait en 1968, j'ai réussi à faire des films adoptés par le groupe de Chris Marker qui s'appelait Sloan, et qui ensuite après est devenu Iskra. C'était des gens extrêmement généreux qui, dès qu'ils avaient quelque chose, le donnaient. Et donc, j'ai appris à travailler avec des moyens professionnels. Comme j'étais extrêmement motivé par la lutte des peuples d'Indochine contre l'impérialisme américain, et que c'était le moment où je devais faire mon service militaire, j'ai tout fait pour pouvoir faire mon service militaire dans la coopération pour aller au Vietnam. Je ne suis pas allé au Vietnam, je suis allé au Laos. Et là, au Laos, j'ai pu filmer, grâce à l'aide des forces du Front patriotique Lao, la libération des zones contrôlées par les forces pro-américaines, par les forces révolutionnaires. J'en ai fait un film qui s'appelle « Le buisson laotien », qui a été primé au Festival de Leipzig et qui est passé sur les télévisions, mais pas la télévision française. Grâce à ce film, j'ai pu en faire d'autres, et donc comme ça, j'ai pu continuer une carrière de cinéaste.